Le silence peut-il garder sa lame cachée jusqu'à la nuit même où il choisit de frapper? Les cloches de Noël, destinées à sonner la paix, peuvent-elles dissimuler l'écho du jugement qui attend dans l'ombre? Et un homme, dépouillé de liberté mais jamais de volonté, peut-il graver sa vengeance dans l'histoire d'une seule coup d'acier? Virginie, 1823. Le givre s'accrochait aux champs comme un linceul, et les maisons brillaient d'une joie mensongère, chaque bougie étant un mensonge dressé contre des siècles de souffrance. Dans ce silence marchait Jonah, muet, patient, invisible. Mais le silence n'est pas l'absence. Le silence est un registre, lourd de dettes. La veille de Noël, lorsque le maître gisait ivre près du feu, le silence lèverait son arme et réclamerait son dû. Avant que nous ne plongions plus profondément dans le récit obsédant de Jonah, arrêtons-nous ici un instant. Ces histoires ne sont pas des fables, ce sont des échos enfouis dans la terre, attendant d'être déterrés. Chacune est un registre de silence, de vengeance et de mémoire qu'on a tenté d'effacer de l'histoire. Suite. Judge Shute, si vous voulez suivre des récits réels qui défient le temps et révèlent des vérités cachées, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes. L'hiver en Virginie s'annonça pas doucement en 1823. Il s'abattit comme une main sévère, étendant son givre sur les champs, jusqu'à ce que chaque tige de maïs, chaque brin d'herbe cassante, plôt sous son toucher. L'air lui-même semblait lourd, fait de fer et de silence, si froid qu'il entaillait les poumons et raclait les os. La plantation se dressait contre cet hiver comme un monument obstiné, ses fenêtres irradiant d'une chaleur réservée à la maison du maître. De loin, elle paraissait fière, la lumière du feu se répandant sur la neige, des couronnes suspendues aux portes, des bougies vacillant derrière le verre, mais ceux qui vivaient sous son ombre savaient mieux. La maison ne brillait pas de chaleur, elle brillait de faim. Ses poutres gémissaient comme une créature jamais rassasiée, ses bois imbibés de siècles de douleur. Pour les esclaves, l'hiver n'était pas une saison de repos. Le givre mordait plus fort quand les haillons étaient minces. La neige n'arrêtait pas le travail, elle ne faisait qu'alourdir les pas, raccourcir les souffles, aiguiser le silence. L'aube venait avec des ordres aboyés dans la cour, et le crépuscule tombait sur des corps courbés, toujours en mouvement, portant encore des fardeaux dans l'obscurité. La vie ne se mesurait pas en heures ni en jours, mais en tâches accomplies, en coups endurés, en humiliations avalées. Noël ne faisait pas exception, au contraire, il aiguisait la cruauté, tandis que les hymnes emplissaient le salon et que les tables ployaient sous le poids des viandes rôties, les esclaves restaient dans les cuisines où le feu brûlait fort sans offrir de réconfort, où la fumée piquait des yeux qui ne pouvaient se détourner des exigences sans fin de ceux qui festoyaient. Le son des cloches et des rires était du sel pressé dans des plaies ouverts. La maison du maître était un théâtre permanent. Ses planchers craquaient non seulement de vieillesse, mais comme sous tension, chaque planche témoin d'une cruauté sans fin déguisée en ordre. Les escaliers soupiraient sous les bottes qui montaient, les volets tremblaient sous les vents d'hiver comme s'ils cherchaient à se libérer. Même le feu de l'âtre éclatait parfois si fort qu'il effrayait les serviteurs portant les plateaux, comme si la maison elle-même voulait crier, mais était condamnée au silence. Jonah se mouvait dans ce monde comme une ombre cousue au mur. Son silence n'était pas soumission, c'était une armure. Quand on l'appelait, il venait. Quand on le frappait, il encaissait. Quand on lui ordonnait, il obéissait. En apparence, il était banal, une silhouette de plus courbée sous le joug de la survie. Mais en lui, Jonah portait autre chose. Son silence n'était pas vide, c'était mémoire. Chaque affront, chaque blessure, chaque coup était conservé, compté, mesuré. Son silence était un registre, et chaque cruauté devenait un chiffre écrit à l'encre invisible sur son âme. Par les matins froids, Jonah fendait le bois jusqu'à ce que ses mains se fondent et saignent, son souffle montant en nuages au-dessus de la hache. Chaque bûche fondue ressemblait à un chuchotement venu de l'avenir, un rappel de ce qui l'attendait. À midi, il tirait l'eau, chaque seau si lourd que les anses entaillaient la chair. La nuit, il se tenait derrière la chaise du maître, versant du vin dans un verre déjà plein à ras-bord, forcé de regarder un homme ivre à la fois de boisson et de pouvoir.
Le maître riait de la joie de la saison, une joie toujours enracinée dans la douleur d'autrui. Ses joues se teintaient de rouge sous le vin, ses mots se dissolvaient en chansons à moitié souvenues, à moitié volées. Pour ses invités, il était charmant. Pour Jonah, il était un tyran dont la voix résonnait plus fort que le fouet lui-même. La maîtresse observait d'un œil tranchant, son silence une cruauté à part, une lame affûtée sur l'indifférence. Et pourtant, sous cette mise en scène du pouvoir, le désespoir habitait chaque recoin. La grange gémissait sous le poids des chaînes pendues dans l'ombre. Le fumoir empestait la viande salée, alors que les esclaves n'en goûtaient que des restes. Des enfants grelottaient dans des cabanes où le vent s'insinuait par les fentes du bois. Leurs berceuses n'étaient rien d'autre que des sanglots étouffés. Le givre qui, à l'aube, fleurissait sur les vitres, semblait y dessiner les visages des disparus. Vendus, morts, oubliés. Pourtant, la vie persistait. Certains trouvaient de petites rébellions dans des instants volés, une prière chuchotée, une chanson fredonnée si doucement qu'elle semblait n'être qu'une part du vent, une miette de pain passée de main en main dans la lumbre. Mais Jonah ne chantait pas, ne priait pas, ne pleurait pas. Il comptait, son silence était son chant. Sa mémoire, sa prière, sa patience, sa rébellion. À l'approche de Noël, la maison devenait plus bruyante. Autres invités arrivaient, bottes frappant la neige, voix tonnant dans les couloirs. Les feux brûlaient plus ardents, les tables ployaient davantage. La musique se déversait du salon comme un parfum destiné à masquer la pourriture. Les esclaves se hâtaient plus vite, portant des plats dont leurs lèvres ne goûteraient jamais, versant des boissons qu'ils ne connaîtraient pas. Mais au milieu du tumulte, le silence de Jonah s'épaississait. Il s'agrippait à lui comme une seconde peau, inébranlé par les rires qui emplissaient les couloirs. Pour les autres, Noël n'était qu'une autre saison de cruauté. Pour Jonah, c'était tout autre chose. Il observait, il attendait, et dans son silence, le registre tremblait de son poids. Dehors, le givre se faisait plus profond, les nuits plus froides, les cloches plus sonores. La maison du maître brillait comme un fanal dans l'obscurité hivernale, mais dans cette lumière, une ombre s'aiguisait. Jonah arpentait les couloirs comme un fantôme, invisible, mais toujours là, chaque pas une mesure discrète de la dette qui allait bientôt être payée. Le silence de Jonah n'était pas le silence de la paix, c'était celui de la survie, né d'années où tout son nœud apportait que punition. Enfant, il avait appris que le rire pouvait s'évanouir d'une seule vente, que les mots pouvaient se briser d'un seul coup de fouet, que même un cri pouvait être tourné en spectacle. Alors Jonah choisit le silence, non par faiblesse, mais parce que le silence était la seule arme qu'il pouvait garder cachée. Chaque cicatrice sur son dos était une ligne d'une livre que nul autre ne pouvait voir. Il se souvenait de la nuit où sa sœur, Marie, fut traînée en hurlant, vendue vers le Val comme si elle n'était rien d'autre que du bétail. Jonah était trop jeune pour l'arrêter, trop impuissant même pour lui tenir la main, tandis que la charrette s'éloignait en cahotant. Dans son esprit, il marqua cet instant dans son registre une dette, une marque de sang. Les cris de sa mère y vivaient aussi. Le jour où elle s'effondra dans le champ, son corps brisé par des années de labeur, tandis que le contremaître la frappait pour avoir osé s'arrêter. Jonah portait son dernier souffle dans son silence, une autre entrée au livre des dettes. Et il y avait ses propres humiliations, innombrables et tranchantes. La fois où on le força à rester debout pieds nus dans la neige, tandis que les enfants du maître riaient, pointant la couleur de sa peau sur le blanc gelé. La fois où il fut fouetté jusqu'à ce que le cuir ouvre la chair, simplement parce qu'un verre avait glissé de sa main. Chaque blessure, chaque humiliation était une entrée. Le registre s'épaississait d'année en année, jusqu'à ce que Jonah ne se pense plus en un seul homme, mais en deux. Un Jonah vivait en surface, silencieux, obéissant, courbé. Ce Jonah marchait où on lui disait, travaillait, jusqu'à ce que son corps tremble, gardait les yeux baissés, les lèvres closes. Ce Jonah ne donnait aucun prétexte à la punition, aucun plaisir à la cruauté du maître. Il était invisible, un écho errant dans des couloirs où aucun écho ne devrait vivre. Mais sous la surface, il y avait un autre Jonah, celui qui comptait, pesait, se souvenait, ce Jonah n'oubliait jamais. Quand le maître levait sa coupe et s'imbarbouillait, la barbe en riant, Jonah se rappelait la fin des cabanes. Quand la maîtresse passait, le regard glacé, Jonah se rappelait la chaleur de la main de sa mère, perdue pour toujours. Quand le fouet claquait sur le dos d'une autre, Jonah inscrivait, ligne après ligne, dans le registre que seul le silence pouvait contenir.
Il n'écrivait pas à l'encre, mais avec patience. Il n'écrivait pas sur du papier, mais sur les murs de sa pensée. Et dans ce livre secret, les dettes s'empilaient, toujours plus hautes, jusqu'à ce que le poids en devienne insoutenable. La nuit, quand les autres dormaient, Jonah fixait l'obscurité. Le toit de la cabane gémissait sous le vent, le givre traçait sur le bois des motifs comme des veines dans la pierre, et Jonah écoutait le silence. Pour la plupart, c'était le vide. Pour Jonah, c'était une voix. Le silence lui murmurait que la patience n'était pas la reddition. Le silence lui rappelait que même les tempêtes commencent par l'immobilité. Le silence lui disait qu'un jour, le registre serait équilibré. Le maître croyait que le silence de Jonah était de la soumission. Il prenait la stabilité pour la défaite. Il riait de la tête baissée de Jonah, convaincu que l'homme dessous était brisé. Il ne vit jamais les yeux qui comptaient, qui mesuraient. Il ne me remarqua jamais la façon dont les mains de Jonah s'attardèrent un instant de trop sur les outils, comment son regard jaugeait le poids des chaînes, le tranchant des couteaux, la pesée du bois. Jonah vivait dans deux mondes, celui des apparences, où il se pliait et se courbait, et celui du silence, où il se tenait plus grand que le maître lui-même. C'est dans le silence qu'il portait la mémoire des siens, le chagrin de son peuple, sa propre rage refroidie jusqu'à l'acier. Le registre était plus qu'un relevé, c'était une prophétie. Jonah ne savait pas quand il se fermerait, seulement qu'il le devait. Il le sentait chaque fois que le givre lui mordait la peau, chaque fois que le fouet ouvrait de nouvelles plaies, chaque fois que le rire montait de la grande maison tandis que les siens avaient faim. Le silence ne suffisait plus. Le registre exigeait paiement. Il se mit à en rêver, non en éclair de colère, mais en vision calme. Il rêvait d'équilibre, de jugement, de l'instant où le silence ne se cacherait plus mais frapperait. Dans ses rêves, Jonah n'était pas courbé. Il se tenait droit, la hache à la main, tandis que la maison gémissait et que la terre elle-même semblait se pencher pour écouter. Il s'éveillait de ses rêves, le cœur stable, non affolé. Ce n'était pas de la folie, c'était de la clarté. Le jour, il endurait, la nuit, il comptait. Son corps s'affaiblissait sous les chaînes, mais son silence se fortifiait. Il marchait parmi les siens, visage creusé par le chagrin, voix éteinte par la peur. Certains priaient pour la liberté, d'autres pour la mort. Jonah ne priait pas, il calculait, et dans son registre, le nom du maître pesait plus lourd que tous les autres. Noël approchait, et avec lui la liesse du maître. Jonah servait le vin, portait du bois, balayait les couloirs. Les invités riaient, les enfants chantaient des cantiques, des cloches tintaient au-dessus de la neige. Pourtant, le silence de Jonah s'épaississait jusqu'à n'être plus silence, mais poids, appuyant contre ses côtes. Son registre tremblait à chaque note d'hymne, à chaque tintement de coupe. Il savait désormais, le livre ne pourrait pas contenir toujours. Les dettes exigeaient d'être payées, et le silence, vif comme le givre, deviendrait la main qui récolte. La pensée de la vengeance ne vint pas à Jonah comme une flamme. Les flammes rugissent et s'éteignent. Elles dévorent trop vite. Non, la sienne vint comme le givre, discrète, rampante, patiente, jusqu'à recouvrir tout ce qui se voit. Dans les semaines précédant Noël, tandis que la plantation se gorgeait de cantiques et d'odeurs de viande rôtie, Jonah arpentait les couloirs avec des yeux plus affûtés que le fouet du contremaître. Là où les autres voyaient des outils et des bibelots, Jonah lisait une écriture sainte. Là où les autres voyaient des corvées, Jonah voyait des rites. La hache près du tas de bois fut la première. Il l'avait balancée des milliers de fois, fendant des bûches dans la neige jusqu'à ce que ses bras brûlent. Son manche était lisse, poli par des années de labeur, le fil du bois assombri par la sueur. Pour le maître, c'était l'outil d'un domestique. Pour Jonah, c'était une prophétie gravée dans le frêne et l'acier. Il se mit à noter comment la hache s'équilibrait dans sa main, comment son poids se déplaçait lorsqu'on la levait lentement, avec quelle facilité la lame mordait dans le bois gelé. Il imagina l'os à la place de l'écorce, le crâne à la place du chêne. Il ne brusqua pas ses pensées. Il les savoura comme un psaume soufflé dans le vide. La maison elle-même entrait dans le plan. Ses poutres gémissantes lui indiquaient où les planches craquaient le plus, quelles marches trahissaient les pas, quels angles avalaient le son. Jonah les mémorisa toutes. Quand il balayait le couloir au crépuscule, il collait l'oreille au plancher, écoutant la maison comme si c'était une bête vivante.
Il apprit sa respiration, ses secrets. Si la maison pouvait être retournée contre son maître, si son silence pouvait devenir un voile, Jonah le saurait. Même la cuisine offrait ses écritures. Des couteaux luisaient sur la table, longs et argentés, leurs tranchants captant la lueur du feu comme de petits soleils. Jonah les astiquait sans détourner les yeux, le chiffon allant lentement, délibérément, comme s'il ne polissait pas l'acier mais sa propre résolution. Chaque lame était un hymne prêt à être chanté, mais Jonah ne les choisit pas. Les couteaux exigeaient la proximité, et la vengeance méritait quelque chose de plus lourd, quelque chose qui résonne comme un jugement. Pourtant, il les inscrivit dans son registre. Les chaînes tintaient dans la grange, la rouille raclant le bois. Joanna les toucha une fois, feignant de les enrouler proprement. Elles étaient épaisses, incassables, leur poids suffisant pour précipiter un homme à terre. Il les imagina non à ses poignets, mais à ceux d'une autre. Non comme servitude, mais comme pierre tombale. Il nota leur présence, engrava l'image, bien qu'il sût qu'elle n'était pas l'arme qui lui était destinée. Il étudia les rythmes de la maison. La boisson du maître était prévisible, vin après le souper, rhum avant le lit. La veille de Noël, il serait assez ivre pour tituber, son rire gras, sa voix empâtée. Jonah mémorisa la cadence, comptant chaque coupe versée, notant l'heure où les paupières du maître s'alourdissaient. Il ne se contentait pas de servir, il mesurait l'instant où la chair devient faible, où le jugement frappe le plus juste. Le silence lui-même devint une arme. Jonah répétait ses pas la nuit, traversant le sol de la cabane sans bruit, entraînant son souffle jusqu'à le faire disparaître. Il apprit à rester immobile de longues minutes, comme s'il n'était plus un homme mais une ombre. Le silence était son allié, et il l'aiguisa jusqu'à ce qu'il devienne aussi mortel que l'acier. Noël approchait. Les invités arrivaient, leur voix tonitruant dans les couloirs, le rire débordant dans l'air glacé. Le silence de Jonah s'épaississait en réponse. La maison se gonflait de gaieté, mais sous elle battait un courant de crainte que lui seul sentait. Chaque cantique à la bougie, chaque cloche sonnant au-dessus des champs enneigés, devenait un tambour qui l'appelait à l'heure. Le festin fut préparé. Jonah portait des plats lourds de viande rôtie, versait des coupes jusqu'à ce que ses bras fassent mal, balayait la cendre de l'âtre jusqu'à ce que sa peau pique. Il s'inclinait quand on lui parlait, opinait quand on lui ordonnait, mais derrière ses yeux baissés, il comptait chaque détail, les joues cramoisies du maître, la hâte des serviteurs, le grincement de l'étage où dormaient les invités. Il enregistrait tout. Dans la grange, où la hache s'appuyait au tas de bois, il s'attarda plus que d'habitude. La neige s'amassait sur le fil de la lame, fondant lentement au contact du métal. Jonah passa le pouce sur le grain du manche, suivant les sillons laissés par des années de travail. Pour les autres, c'était un objet de labeur. Pour Jonah, c'était le jugement enveloppé de bois et d'acier. Il la reposa doucement, comme un prêtre dépose un calice, sachant qu'il reviendrait quand l'heure l'exigerait. La nuit précédant la veille de Noël, le givre traça sur les murs de la cabane des motifs qui se tordaient en veine, presque comme une écriture. Jonah resta éveillé sous la mince couverture, fixant l'écriture gelée. Il imagina que c'était son registre, chaque veine une marque, chaque ramification une dette écrite dans la glace. Le givre lui semblait lui murmurer en retour, le pressant d'avancer. « Bientôt, disait-il. Bientôt le registre sera équilibré. » La veille de Noël arriva avec une gaieté mensongère. Des cloches tintaient au loin, des hymnes flottaient dans l'air, des rires s'échappaient du salon comme de la fumée. Jonah servit et s'inclina, son silence stable, son corps un vaisseau de calme, mais en lui chaque instant se tendait comme une corde tirée à bloc. Le maître s'enivra, comme Jonah le savait. Il chanta plus fort que les autres, se vantant de sa richesse, se moquant de ceux-là même dont le labeur avait payé son vin. Il gifla l'épaule de Jonah en riant, renversant de la bière sur sa chemise. Jonah ne broncha pas. Il s'inclina plus bas, consigna l'instant, sûr que c'était la dernière entrée avant l'échéance. Quand la maison enfin s'apaisa, quand les invités titubèrent vers leur lit et que la maîtresse se retira, Jonah sortit. La neige couvrait la terre, réfléchissant la lumière de la lune comme un linceul. Son souffle montait en nuages réguliers. Il marcha vers la grange, chaque pas prudent, répété, guidé par le silence qu'il avait pratiqué. La hache attendait,
appuyée comme toujours, banale pour tout autre regard. Mais pour Jonas, elle luisait comme un destin. Il la souleva, sentit son poids s'ancrer dans sa paume, le bois mordre la peau callieuse. Il ne se hâta pas, il ne trembla pas. Il la berça comme on berce une relique. Il rentra dans la maison, son silence si parfait que les planches ne poussèrent qu'un soupir. Ce n'était pas la rage, ce n'était pas la folie, c'était un rite. Le registre de Jonas était prêt à se fermer. Minuit arriva comme un souffle retenu. La neige s'était épaissie en une chute lente et régulière. Chaque flocon, une cendre pâle tombée d'un brasier invisible au-dessus des nuages. La cour reposait immobile, comme figée dans un sermon, les granges accroupies sous leurs toits blancs, et la grande maison brillait encore, des dernières braises d'une fête épuisée. À l'intérieur, le salon tenait ce calme trompeur qui suit trop de rire. Verre abandonné, une chaise penchée sur 2 pieds, l'écho d'une cantique accrochée aux moulures comme s'il hésitait à partir. L'air sentait le pain, l'écorce d'orange et la douceur âcre du vin répandu. Quelque part, une horloge battait, fière et solitaire. La maison semblait s'écouter elle-même. Jonas franchit le seuil comme on entre dans une chapelle. Son souffle s'effaça dans l'ombre glacée derrière lui, et la hache, lourde, familière, pendait à sa main, tel un jugement enfin arrivé devant son juge. Il s'arrêta juste après la porte. Non par peur, par révérence. Il avait répété cette immobilité, cette façon de laisser ses sens s'assouvrir jusqu'à ce que le moindre bruit parle clairement. Le plancher sous ses pieds murmurait comme un corps en sommeil. Plus loin, un volet cliqueta contre son crochet. Dans l'âtre, une bûche soupira, une étincelle se leva, erra, puis mourut. Le silence s'enroula autour de Jonas comme un manteau. Le maître dormait dans le salon, là où les hommes ivres s'installent en roi. Il n'avait pas trouvé la force de gravir l'escalier. La lumière tordue du feu baignait son visage d'une lueur douce, imméritée. Ses bottes défaites pointaient vers le vide. Une main reposait sur sa poitrine, ouverte, comme si elle caressait un applaudissement invisible. L'autre pendait, doigt relâchés, une bague renvoyant la lueur d'un éclat insolent. Sa bouche entr'ouverte laissait passer un souffle léger, indifférent, ignorant. Sa tête s'était renversée vers l'âtre. Derrière lui, sur le mur, les portraits de ses ancêtres fixaient la scène, de regards patients, vernis brillants comme une nuit figée. Jonas ne regarda pas le maître d'abord. Il regarda la pièce, le hou oublié au sommet de la cheminée, ses baies ternies par la chaleur. Les pinces de fer posées près de la grille, leurs mâchoires entr'ouvertes comme une parole retenue. Le tapis tressé taché de cire, figé en une pâle étoile accidentelle. Les ombres de l'arbre projetées au plafond, branches tremblantes ornées de métal et de verre, qui bougeaient sans air. Il laissa la pièce serrillée en témoin, en cœur de vérité solennelle. Il avança. La planche sous son pied soupira. Il la connaissait, celle qui l'avait trahi près de la bibliothèque, et valut un coup pour être entré trop brusquement dans les pensées d'un gentleman. Il dévia d'un pas à droite, dans la jointure plus discrète laissée par les menuisiers, la hache près du corps, l'acier bas, le bois de frêne uni à son bras et à son intention. Il sentait sous sa paume la patine lustrée par les années, son travail à lui, sueur, hiver, callosité, sève. Le silence monta en lui comme une marée, pas un vide, une force sans bruit. Dans cette montée, les souvenirs se rangèrent, non comme tourment, mais comme ordre, les mains tendues de sa sœur, le souffle brisé de sa mère, une porte fermée à jamais, un rire exigeant son sourire, chaque mémoire prit place, comme si une cloche avait sonné l'appel. Le registre s'ouvrit. Il ne rageait pas, il alignait ses colonnes. Au loin, les cloches de la ville se préparaient. Jonas les sentit avant de les entendre, le métal en attente du coup. Étrange perfection, tous les instruments du son attendent ce bref moment où le silence doit les laisser parler. Il fit un autre pas. Les portraits semblèrent se pencher, leur vernis plus sombre. L'un tenait une épée, la peinture en avait fixé l'éclat comme une aube figée. Jonas ne haïssait pas ses pigments. La peinture ne fait que ce pourquoi elle est née, clouer l'orgueil à une surface et demander à l'avenir de regarder encore. Il détourna les yeux des visages, les laissa observer à leur guise. Le feu craqua, une braise roula, l'odeur de résine gonfla. Jonas pensa à la forêt d'où venait ce bois, à la sève montée comme prière dans ses anneaux,
au vent qui avait autrefois peigné un autre cœur dans ses branches. Tout ici était emprunt. Bois, chaleur, souffle, temps. Il venait rendre une part. Le maître remua. Pas un réveil, une correction de rêve. Ses lèvres formèrent un mot sans oreille. Il respira encore, un souffle râlant comme à travers une porte rétrécie. Jonah n'éprouva aucune hâte. La hâte, il l'avait laissée au champ. Sa main libre glissa le long du manche, jusqu'au point où l'équilibre se change en levier. Ses pieds se rappelèrent la précision carrée d'une fente nette, la patience d'attendre la couture du bois, le refus d'arracher le cou avant qu'il ne s'offre. Il y a une différence entre force et jugement. Il l'a apprise par le givre et la répétition. Les cloches sonnèrent, une tour lointaine, puis une autre. Le son passa les vitres, comme une vibration de dentelle, plus sentie qu'entendue, comme l'ambre d'un oiseau qui traverse une pièce. Noël appelait l'heure dans l'air. Jonah leva la hache, lentement, pour que le geste soit une phrase et non un cri. Le fer monta. Le manche passa devant son œil. Il vit les taches sombres du bois, l'entaille laissée par un enfant maladroit, la fine cicatrice où son pouce avait arraché une écharde. Toute la petite histoire de l'outil s'assemblait autour du grand but de la nuit. Il la suspendit un instant entre mouvement et mémoire, là où les futurs à la fois arrivent et n'arrivent pas, où tout dépend du consentement de la colonne vertébrale. La pièce répondit par son cœur braise. Horloge, ombre de branche, cloche lointaine, hiver pressant aux vitres. La poitrine du maître se souleva, retomba. Dans cette seconde suspendue, Jonah comprit que ce que le monde appelait vengeance n'était que la grammaire d'un ordre plus profond. Il sentit les colonnes du registre s'aligner, comme des chiffres qui cessent de résister lorsqu'on les place enfin là où ils devaient aller. Il abattit, pas avec rage, avec exactitude. Le bois traça son arc avec une tendresse presque douce. Le fer trouva sa cible, le son ne fut pas fort, il fut net, le craquement sec du bois d'hiver qui cède dans une fente propre. La cassure sèche de la glace, acceptant le tranchant qui avait mesuré sans un mot. Le corps du maître tressaillit, réflexe commun à tous les corps. Les portraits ne signèrent pas, mais la flamme sembla se resserrer, comme si la lumière elle-même retenait son souffle au rendez-vous du compte et de la somme. Ce qui suivit fut le silence, élargi, ne t'exigeant pas de nom. Jonah ne recula pas en triomphateur, il ne regarda pas la porte. Il laissa la hache descendre à son côté et sentit la nouvelle gravité de ce qu'elle avait accompli. Il observa l'homme comme un charpentier observe une poutre après le dernier coup de maillet, non par gloire, mais pour confirmer que l'assemblage a pris. Le souffle du maître ne revint pas à son rythme insouciant. La maison, qui si souvent semblait se ranger de son côté, céda à une autre loi plus simple. La chaleur monte, la fumée file, la cendre tombe. Le jugement est plus lourd que les vantardises et fait ce que font les choses lourdes. Il posa la hache contre la pierre de l'âtre, doucement, comme on couche un enfant enfin endormi. Il déplaça d'un doigt une bûche pour qu'elle ne bascule pas et n'enfume pas la pièce. Ce n'était pas de la clémence. C'était de l'ordre, du respect pour la scène où le silence avait œuvré. Il regarda une fois la bague à la main inerte, ce petit cercle de métal qui signifiait permanence dans un monde bâti sur le vol. Elle brilla encore sans sens. Il la laissa dans son froid. Un courant d'air passa dans le salon par la cheminée. Le houx au-dessus de la cheminée trembla, feuille, puis baie. Une baie se détacha, dégringola de moulure en moulure, jusqu'à s'échouer muette dans les fils du tapis. Quelqu'un, à l'étage, tourna sur un matelas et se rendormit. Au dehors, un chien aboya, étouffé, puis se tut. Les cloches achevèrent leur compte et s'apaisèrent. La dernière vibration s'effila dans un silence si fin qu'il rendit la certitude fragile. Jonah traversa ce silence avec la solidité apprise sous d'autres poids. Il marcha jusqu'à la fenêtre et, de deux doigts, souleva le rideau. La neige avait écrit une page neuve sur la cour. Les empreintes qu'il avait laissées vers la grange s'adoucissaient déjà, les contours effacés en une miséricorde. Il n'imagina pas l'effacement. La neige n'efface pas, elle archive. Il laissa retomber l'étoffe. Il se retourna vers la pièce qui avait abrité tant de théâtres de commandement et de soumission, et s'accorda une pensée que les planches et les poutres avaient enfin entendu un autre texte.
Il gagna le seuil et s'arrêta là, comme à l'entrée, non pour éprouver son courage, mais pour honorer l'outil qui avait servi sa main. La hache brillait terne près de l'âtre. Son fil une ombre où le fer et la nuit se rejoignaient. Il n'avait pas besoin de la porter. Elle avait porté son sens jusqu'au bout. Il ne brandirait pas un outil comme un trophée. Le jugement n'a pas besoin de reliques. Dans le couloir, l'air était plus froid. Les guirlandes de fête paraissaient fatiguées. Les branches de cèdre grises, les rubans ternis de leur éclat premier. Une chandelle s'était consumée dans sa soucoupe et s'était noyée dans sa dernière lueur, laissant un petit étang de cire. Jonah passa devant cette flaque figée, comme on passe devant son propre nom gravé par une autre main. Quelque chose venait de se clore et ne se rouvrirait pas au matin. Il posa un instant sa paume contre le mur. La chaux fraîche, les lattes derrière, les têtes de clous cachées comme des pensées dans une bouche close. La maison accepta ce geste et ne rendit rien. C'était bien. Il ne demandait rien. Il suivit le chemin qu'il avait appris par cœur, ses coutures de silence qu'il avait testées, ses planches dociles qu'il connaissait, en évitant l'enthousiasme trop sonore d'une marche précise. Le loquet céda sans protester. Le froid lui saisit le visage entre ses doigts. La cour l'accueillit, la neige frottant ses chevilles, la nuit généreuse de son voile. Les granges s'accroupissaient comme avant, les cabanes, à l'autre bout de la clairière, n'étaient éclairées que d'une lueur rouge, mince comme une cicatrice, à la base d'une porte. Il referma derrière lui sans bruit et laissa la nuit achever la phrase commencée dans le salon. Il ne courut pas. Courir gaspille le souffle, le silence le garde. Il emplit une fois ses poumons d'un air qui mordit, testa chaque dent, laissa une douleur nette dans sa poitrine. Il accepta cette douleur comme preuve. La neige parlait sous ses pas, en syllabes feutrées, une langue sans voyelle. Le ciel n'avait pas de lune, seulement cette clarté diffuse qui semblait naître de la neige elle-même, la terre éclairant sa propre page pour que l'homme voie où il est inscrit. Derrière lui, la grande maison demeurait, ses fenêtres carrées d'or d'hiver, ses cheminées fidèles, ses avantouettes hurlées de pointe, qui deviendraient stalactites à l'aube. À l'intérieur, une chaise restait encore penchée, une bague brillait, une baie se cachait dans la laine du tapis, et les portraits gardaient leur garde silencieuse. Devant elle, sur la marge où la cour cède au champ, la neige reprenait son œuvre patiente, couvrir, non nier, apaiser, non mentir. Un renard traça son écriture vive le long de la clôture, puis disparut. Jonah avança jusqu'à ce que la maison et les granges glissent derrière la lisière des pins. Là, le monde reprit celui que la maison ne connaît pas, des aiguilles gelées en peigne d'argent, des troncs striés de lichen noir, un ruisseau caché sous son toit blanc où l'eau persistait à courir. Il s'arrêta et écouta, l'eau gardant sa promesse sous son couvercle glacé, et il se reconnut en elle. Non dans l'acte, dans l'après, dans le fait de continuer, dans ce son qui ne s'annonce pas, mais demeure. Quand il repartit, ce n'était pas pour s'évader, c'était pour marcher dans la même terre qu'il avait toujours foulée, le même air qu'il avait toujours respiré, désormais allégé d'un bruit qui se croyait éternel. Les cloches sonneraient à l'aube, les hommes se réveilleraient, jetteraient des mots comme on jette du grain. Ces mots chercheraient à lier un sens à la forme de ce qui s'était passé, mais ils ne suffiraient pas. La maison reprendrait ses habitudes. On ranimerait le feu, un ballet commencerait sa danse. Le registre avec l'eau une colonne, pas toute, jamais toute, mais une. Il ne se retourna pas. La nuit le fit pour lui, tenant la scène exactement là où elle devait rester, derrière, finie, vraie. Il posa ses pas là où la neige les recevait sans discuter. Devant lui, les pins joignaient leurs têtes sombres et formaient une nef sans mur. Les étoiles, absentes ou cachées, n'étaient pas requises pour bénir sa marche. Le silence, qui avait levé son arme et parlé, reprit son ancienne langue. Il marchait à ses côtés. Il respirait. Il gardait le pas. À l'aube, le givre de Virginie reposait comme un linceul. La neige étouffait les champs, effaçant les traces, adoucissant les bords, comme si la terre elle-même conspirait à cacher ce qui s'était produit dans le salon du maître. La maison, si bruyante la veille, semblait maintenant s'accroupir dans un silence inquiet. Ses fenêtres ne luisaient plus de fête, elles clignaient faiblement à la lumière pâle, comme si elle aussi avait vu quelque chose qu'elle ne pouvait oublier.
Le corps fut découvert par une jeune servante chargée de balayer les braises de l'âtre. Elle entra dans le salon et s'immobilisa. D'abord, elle crut le maître simplement effondré d'ivresse, mais elle vit ensuite la plaie, cette entaille rouge traversant la tête, ce calme trop profond pour être du sommeil. Le balai glissa de ses mains et heurta la pierre dans un fracas clair. Ce bruit, déplacé, résonna dans la maison comme une cloche sonnant la fin de quelque chose. Les invités s'agitèrent. Des portes s'ouvrirent, des murmures dévalèrent les escaliers. Des pas pressés coururent. La maîtresse entra, pâle, les lèvres serrées comme pour retenir un cri. Elle s'écroula contre la cheminée, ses mains tremblantes, ses yeux rivés à la tache sombre qui s'épanouissait dans le tapis. On envoya chercher un voisin, puis un autre. La nouvelle courut comme le vent d'hiver, glissant dans les fentes, portée par les serviteurs, les cavaliers, la rumeur. À midi, l'histoire avait déjà poussé ses propres jambes. Certains juraient avoir entendu des cris dans la nuit, bien qu'aucun n'ait éclaté. D'autres assuraient qu'une ombre avait été vue s'enfonçant dans les bois, bien qu'aucune empreinte n'en atteste. Quelques-uns affirmaient que les ennemis du maître, dettes impayées, rivaux rancuniers, avaient fini par le rattraper, et pourtant, sous ces récits, une vérité demeurait, trop dangereuse pour être dite à haute voix. Le silence de Jonah s'était brisé. Chez les esclaves, aucun mot n'était échangé en plein jour. Ils travaillaient comme on l'exigeait, yeux baissés, gestes prudents, comme si le givre lui-même pouvait les trahir s'ils se regardaient trop longtemps. Mais dans ce silence, une étincelle couvait, un pot passait plus lentement de main en main, un regard prolongé, un signe discret. Dans les cabanes, la nuit venue, des chuchotements tournoyaient dans l'ombre, bas comme le souffle, précautionneux comme une prière. Il ne parlait pas de peur, mais d'admiration. Le nom de Jonah n'était jamais crié, jamais chanté, mais il voyageait comme la fumée, glissant sous les portes, enveloppant les enfants endormis. Les journaux furent moins discrets. Dès le lendemain, les gazettes en ville affichaient des titres dégoulinants d'indignation. Acte sauvage de violence, écrivait-elle. Meurtre de Noël. La mort du maître était présentée comme un sacrilège, une offense non seulement à sa maison, mais à l'ordre même de la Virginie. Les mots hérissés de piété transpiraient la peur. Car derrière l'encré, le frisson véritable était clair. Si Jonah avait pu se lever du silence, alors le silence lui-même était dangereux. Les rumeurs se multiplièrent à chaque récit. Certains disaient que Jonah avait utilisé des chaînes, liant son maître avant de frapper. D'autres murmuraient du poison glissé dans le vin de Noël, la hache n'étant qu'une paravent. D'autres encore juraient l'avoir vu marcher calmement vers les bois, la neige s'écartant pour le laisser passer. Chaque histoire portait un éclat de vérité et un éclat d'invention, mais toutes se pliaient à la même gravité. Jonah n'était plus seulement un homme. Il devenait autre chose. Pour la maîtresse, la maison devint un mausolée. Elle ordonna de récurer les tapis, de gratter la pierre de l'âtre, mais la tâche ne disparut jamais tout à fait. Les invités cessèrent de venir. Les portraits sur les murs ne lui semblaient plus fiers mais accusateurs, leurs yeux peints fixant à jamais l'endroit où le silence avait parlé. La nuit, elle jurait entendre des pas dans les couloirs, lents, délibérés, alors qu'il n'y avait personne. Les domestiques abandonnèrent leur poste, trouvant des prétextes, refusant de servir dans une maison où le silence avait rompu ses chaînes. Les voisins aussi se penchaient, la voix basse. Ils jetaient des regards aux fenêtres comme si l'ombre de Jonah pouvait les écouter. Certains exigeaient des lois plus dures, des chaînes plus serrées, des patrouilles plus strictes. Mais derrière leur colère vibrait un tremblement qu'ils n'osaient avouer, savoir qu'un seul homme, armé de patience et d'une hache, avait fracassé l'illusion de contrôle sur laquelle reposait leur monde. Dans les cabanes, l'acte de Jonah devint légende avant la fin de la semaine. On calmait les enfants en soufflant « Tais-toi » ou « Jonah viendra cette nuit ». Mais dans ces murmures, il n'avait pas de vraie peur. Il y avait de la fierté, cachée battant comme un cœur. Les mères disaient à leurs fils que le silence pouvait être plus tranchant que l'acier. Les pères posaient la main sur l'épaule de leurs filles et ne disaient rien, mais leur silence était lourd de sens. Le givre s'accrocha des semaines entières. Les champs restèrent scellés, la terre scellée. Chaque matin, la brume se levait de la rivière comme le souffle d'un géant invisible, s'étalant sur la terre, s'insinuant dans chaque recoin de mémoire. Et bien que nul n'ait osé prononcer son nom là où des oreilles pouvaient entendre, Jonah marchait encore, dans la rumeur, dans le silence,
dans le registre inachevé qui venait de tourner une page. Le maître fut enterré sur une colline dominant les champs, son cercueil descendu dans une terre gelée. Un prédicateur parla d'ordre, d'obéissance, de la colère de Dieu contre ceux qui s'élevaient au-dessus de leurs conditions. Mais ces mots se portèrent mal dans le froid, balayés par un vent qui gémissait dans les arbres. Pour ceux qui écoutaient, le sermon sonnait creux. Pour ceux qui se souvenaient, c'est un mensonge trop fragile pour durer. La nuit, les cabanes bruissaient à nouveau de chuchotements. Certains disaient que Jonah avait franchi la rivière sur un radeau invisible. Autres, qu'il avait marché vers le nord en suivant une étoile. Quelques-uns croyaient qu'il s'était simplement effacé, avalé par la neige, ne laissant que le silence pour preuve. Mais tous s'accordaient. L'histoire de Jonah n'était pas achevée. Son registre avait clos une colonne, mais beaucoup restaient ouvertes, et quelque part, dans les bois, dans le haut ou dans la mémoire, il marchait encore, portant le poids des dettes impayées. La maison ne guérit jamais. Ses planchers gémirent plus fort, ses volets claquèrent plus durement, ses feux brûlèrent plus bas, comme si la structure elle-même comprenait qu'elle avait vu quelque chose qu'elle ne pourrait purifier. Les invités cessèrent tout à fait de venir. Au printemps, le salon autrefois si fier se dressait vide, le tapis roulé, le hou fané depuis longtemps. Mais même alors, quand la brise passait dans le couloir, il semblait qu'elle emportait encore le bruit d'une hache fendant du bois, écho longtemps après l'acte. Ainsi Jonah devint plus qu'un homme. Il devint rumeur, avertissement, mythe. Son silence s'étendit comme le givre, invisible mais partout, refroidissant l'air bien après la fonte des neiges. Et dans chaque murmure, dans chaque demi-vérité soufflée au coin du feu ou portée par le vent, l'histoire de cette veille de Noël survécut, inachevée, irrésolue, comme le registre attendant dans l'ombre ses dernières écritures. Le temps n'enterre pas le silence. Il le transporte comme le givre transporte le souffle. Les années passèrent, et pourtant l'histoire de Jonah restait, jamais écrite, jamais admise, jamais disparue. Des enfants nés bien après 1823 grandirent en entendant ces fragments dans l'obscurité. Certains la reçurent comme un avertissement. Prends garde à la nuit, car Jonah marche encore, la hache en main. Autres l'entendirent comme un réconfort. Souviens-toi, même le silence peut se lever. Des mères la chuchotaient à leurs enfants qui demandaient pourquoi le givre se posait si lourd sur les champs à Noël, leur disant que la terre elle-même se souvenait de ce qui s'était passé cette nuit-là. Chez les esclaves, le nom de Jonah circulait comme un feu caché sous la cendre, non crié, non chanté, mais soufflé. Il devint une prière secrète. Jonah, protège-nous, Jonah, guide-nous, Jonah, rappelle-nous. Pour eux, il n'était plus seulement un homme. Il était la preuve que le silence pouvait être une arme, que la patience pouvait briser les chaînes, que le registre de souffrance, si long fût-il, pouvait encore être équilibré. Dans les cabanes, quand le vent pressait les murs et que le foyer craquait, les anciens se penchaient vers les braises et murmuraient. Le registre n'est jamais oublié. Ils racontaient comment Jonah avait frappé, non par folie, mais par jugement, non par hâte, mais par patience, non comme un homme seul, mais comme le silence incarné. Son histoire devint leçon, avertissement, légende. Les voisins blancs, eux non plus, ne purent l'oublier. Ils parlaient de lui à voix basse au coin du feu, leur voix tremblante de peur. Certains juraient que le fantôme de Jonah errait dans les champs, la hache à la main, les yeux comme des braises, attendant une autre veille de Noël. Autres disaient entendre ses pas dans des couloirs vides, lents et délibérés, les planches grinçant comme si elles se souvenaient. Quelques-uns assuraient avoir vu sa silhouette dans la neige, glissant entre les pins, disparaissant sitôt suivi. Les journaux liés au monde des vivants finirent par se taire, son acte disparut de l'encre. Mais le silence ne s'efface pas comme l'encre s'efface. Il reste dans le souffle, dans la rumeur, dans le frisson des volets, quand nul vent ne souffle. La maison elle-même devint une part de la légende. Des voyageurs, des années plus tard, racontaient qu'elle gémissait plus que toutes les autres, ses poutres jamais apaisées. Ils disaient que le salon ne se réchauffait jamais, peu importe la violence du feu, comme si l'âtre se souvenait de ce qui y était tombé. Certains affirmaient que le tapis nat avait jamais vraiment perdu sa tâche, qu'aucun récurage n'effaçait ce que le silence avait écrit. La maîtresse, grise et vidée, vivait encore dans des pièces semblables à des tombeaux, écoutant la nuit les pas qu'elle jurait entendre. Elle disait aux visiteurs que Jonah avait maudit la maison, que son silence avait pénétré les murs. Peut-être était-ce vrai.
Quand une génération fut passée, l'histoire de Jonah appartenait davantage au mythe que point la mémoire. Elle grandissait à chaque récit. Certains disaient qu'il avait frappé une seule fois, nette et finale. D'autres juraient 2 coups, le second résonnant plus fort que les cloches elles-mêmes. Certains affirmaient qu'il avait disparu dans la neige, d'autres que la rivière le l'avait emporté. Mais dans chaque version, le noyau restait immuable, le silence s'était fait jugement, et le jugement avait fendu le crâne du maître la veille de Noël. L'hiver lui-même semblait se souvenir. Chaque décembre, quand l'air s'aiguisait et que le givre écrivait son texte sur les champs, on sentait Jonah dans le silence entre les cloches. On le sentait dans le craquement d'une maison sous la neige, dans l'immobilité soudaine d'une forêt, quand même les oiseaux se taisent. La terre avait pris son histoire en elle. Ainsi Jonah ne fut plus lié à 1823, plus lié à une maison ou à un foyer. Il vivait dans la légende, dans le silence, dans le registre inachevé qui attend encore dans chaque génération. Ses pas résonnaient non seulement en Virginie, mais partout où le silence s'épaissit, partout où la patience compte ses dettes, partout où la justice se cache dans l'ombre jusqu'à l'heure venue. Et quand les cloches de Noël sonnaient, leurs carillons n'étaient plus jamais purs. Sous leurs notes, si l'on écoutait attentivement, il y avait toujours un autre son, un écho bas et lourd comme de l'acier fendant du bois. Certains appelaient cela imagination, d'autres hantise. Mais ceux qui savaient murmuraient seulement ceci: Jonah n'a pas disparu, il attend. Et dans le givre qui voile les champs, dans le silence qui aiguise la nuit, dans le registre qui reste inachevé, sa présence dure encore. Pas histoire, pas rumeur, légende. Le silence de Jonah marche toujours.